Au final, tout le monde se fait battre un jour. Pour moi, il n'y a pas de meilleur. Le seul produit illicite que je mets dans mon corps, c'est la salsa valentina, qui est une sauce mexicaine piquante. Tu vois, j'étais fan de Naruto, j'avais envie d'être un ninja. Tu vois. En gros, dans ma tête, c'était ça. Ouais. Et là, je pouvais mettre des kicks. Et genre, j'ai trouvé ça tellement cool. Que je le veuille ou non, au final, je savais que j'allais découvrir les sports de combat avec lui réellement. Tu mets tout le reste en second plan. Hello tout le monde et bienvenue dans la cour des grands. Alors pour ce nouvel épisode, je reçois le combattant professionnel Tona Kroll. Salut Tona, comment ça va? Salut Ryan, ça va bien et toi? Tout bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Juste avant qu'on discute, je voulais un peu te présenter. Ton nom complet c'est David Tonatiuh Kroll, mais tout le monde t'appelle Tona. Ouais. Tu es franco-mexicain et combattant pro de MMA en catégorie poids-plume. Ouais. Donc moins de 66 kilos. Tu as aujourd'hui 29 ans, mais ça fait plus de 10 ans que tu es professionnel. Tu es passé par la Pythagore Academy de Bordeaux. Et il y a 5 ans, environ 5 ans, tu as rejoint la FMA à Neuchâtel. Et puis à côté de ton parcours pro, tu as décidé de monter ta propre structure cette année à Bienne, qui s'appelle Fighting Squad, où on est ici, avec Basile Pino. Et puis vous êtes tous les deux ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien, donc c'est un méga plus pour les gens qui viennent ici. Mais on pourra en parler encore après un peu plus. Du coup, actuellement, tu partages ta vie entre les combats et ta salle ici. Donc voilà un peu ce qu'on sait de ta vie dans les grandes lignes. Mais si tu es d'accord, on va parler un peu plus de ton parcours, de ce que tu as vécu, voir un peu plus comment tu es en fait dans la vie. Et puis qu'est-ce que tu prévois pour le futur. On va faire aussi un peu quelques jeux, mais je t'expliquerai tout ça en temps voulu. Ça te va? Ça marche. Du coup, comme dit, on voulait parler un peu de ton passé. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as vécu ton enfance? Tu as grandi en France du coup? J'ai grandi partiellement en France, partiellement au Mexique. Je suis né en France et au bout d'1 an, je suis parti vivre au Mexique, quand j'avais 1 an, jusqu'à mes 4 ans à peu près. Donc ça, cette partie-là, la maternelle, on appelle ça en France, les premières années d'école et tout, je l'ai faite au Mexique, à Mexico, dans une école qui s'appelle le lycée franco-mexicain. À mes 4 ans, je suis rentré en France avec ma mère. Mes parents se sont divorcés à ce moment-là. Et moi, je suis rentré avec ma mère mexicaine. Je suis rentré en France parce que j'avais des problèmes de hanches. Enfin, en fait, à ce moment-là, j'avais mal aux jambes. N'importe quel enfant a mal aux jambes parce qu'il grandit. Moi, c'était vraiment genre tous les 2 jours, j'avais hyper mal. Je pleurais de douleur. En plus, j'étais pas particulièrement grand ou en train de grandir énormément, donc il n'y avait pas de raison que j'ai mal tous les 2 jours. Donc ma mère m'a emmené en France. On est allé voir un docteur à l'hôpital et tout. Et on m'a décelé, après une radio, on m'a décelé une maladie qui arrive souvent chez les jeunes enfants, qui s'appelle l'ostéochondrite. En gros, la tête de mon fémur, au niveau de mes hanches, se nécrosait et sortait de son moule. Du coup, pour éviter ça, ils m'ont mis d'abord en fauteuil roulant, ça n'a pas marché. Après, je suis allé dans un autre hôpital. Enfin bref, j'ai grandi en gros, on va dire, jusqu'à mes 10 ans où j'étais en France, toujours en soignant un petit peu cette partie-là. Mais à mes 7 ans, ils m'ont dit que c'était bon, que je pouvais réapprendre à marcher et tout. Puis j'ai eu plâtre, j'ai eu appareil et tout. J'ai été pas mal de temps sans marcher. Donc j'ai eu pas mal de phases dans la guérison, j'ai jamais été opéré. Et puis voilà, à 7-8 ans, j'ai recommencé le sport. J'ai commencé par du rugby et un peu de gym. J'ai fait aussi un peu de karaté, mais comme j'en ai fait en France, dans un club en France où j'étais pas particulièrement bon, en plus j'avais pas réussi à passer la ceinture jaune, j'avais réussi à passer que blanche-jaune. Du coup, j'avais pas forcément kiffé. Puis je savais que mon père, qui était ceinture noire de karaté, deuxième dan, voulait que j'apprenne à faire du karaté, bien évidemment. Mais du coup, quand j'avais fait cette saison de karaté, je m'étais dit « ouais, j'aime pas ça ». Et en vrai, pour aimer ça et pour en faire, j'attendrai de pouvoir en faire avec mon père. Là, je décris tout ça. Ça a été une enfance assez joyeuse. J'ai été bien entouré. J'ai un grand frère et une grande sœur qui ont 10 et 12 ans de plus que moi. Et je vivais avec eux en France, avec ma mère. On avait cette double culture, on parlait espagnol à la maison. À l'école, j'étais non seulement le franco-mexicain, mais en plus l'handicapé. Donc en vrai, mais je vais dire, je ne l'ai pas mal vécu. Tout ça, c'était des choses en vrai qui ont, pour moi, et ça a toujours joué en ma faveur, ça m'a rendu différent. J'étais pas comme les autres enfants. Et ça, je l'acceptais très bien et je le vivais même très bien. C'était même quelque chose qui me faisait être plutôt joyeux, plutôt extraverti.
Ça te donnait une force en fait. Ouais, ça me donnait une force. J'étais clairement plus extraverti que d'autres enfants. J'étais assez confiant. Bon, l'éducation que ma mère m'a donnée aussi a beaucoup joué un rôle là-dedans. Elle a toujours énormément boosté mon estime de moi. Enfin, malgré ce que certains pourraient voir comme une enfance entachée par la maladie, moi je ne l'ai pas mal vécu. En vrai, ça m'a donné une force, même pour la suite en fait. Ça m'a fait mûrir aussi. J'ai eu l'impression d'avoir grandi plus vite que d'autres enfants à l'époque. Mais justement, tu voyais pas une différence entre toi et les autres enfants à ce moment-là? Si, je la voyais, je savais pas ce que c'était. Déjà, je parlais deux langues couramment. Donc ouais, je sentais qu'il y avait une différence quand même au niveau de mon ouverture d'esprit, de mes horizons. Moi, j'allais régulièrement au Mexique. Tous les étés, j'allais au Mexique voir mon père. Donc je vivais d'autres choses que ces enfants-là ne vivaient pas. Je sentais cette différence, ouais, c'est clair. Mais par rapport au sport, ça t'a jamais bloqué? Tu t'es jamais dit, bah en fait, moi, je pourrais pas faire de sport, alors que bah maintenant, on voit que c'est quand même bien possible, quoi. Ouais, non. Ça t'a jamais bloqué? Au contraire, je pense que déjà, tout le monde autour de moi était confiant que j'allais de nouveau pouvoir marcher un jour, que j'allais pas être handicapé à vie, que j'allais être soigné. Et puis, du coup, on me passait ça. Moi, je le prenais. J'étais quelqu'un d'assez joyeux et positif, comme je te disais. Donc, j'acceptais un peu que c'était le temps de guérir et qu'après, j'irais mieux. Et qu'une fois que j'irais mieux, j'allais pouvoir faire comme tous les autres enfants. C'est un peu ce qui me manquait. Voilà, j'étais différent, mais ce qui me manquait, c'était d'être un peu plus comme les autres. Et quand j'ai réappris à marcher, j'ai commencé à faire du sport. Mon oncle, mexicain aussi, qui habite à Poitiers en France, il avait ses fils qui faisaient du rugby. Puis du coup, j'ai commencé à faire le rugby, j'ai adoré ça. En fait, ce que j'ai adoré, c'était de pouvoir courir. Et pourtant, j'étais un des plus lents sur le terrain, justement parce que j'avais pas de force dans les jambes. Il a fallu que je reconstruise une masse musculaire que tous les enfants avaient déjà pu construire au fil des années, et pas moi. Donc en fait, j'étais très mauvais, mais j'adorais ça. J'adorais ça. Du coup, ils m'ont mis pilier. Puis du coup, j'étais toujours au milieu de l'action où il y avait vraiment les grosses pancartes et tout. Et puis j'aimais trop ça. C'est là que tu as découvert, en fait, tu aimais bien un peu chercher le bien, contact. Ouais, j'aimais bien aller chercher le contact. Ouais, non, mais vraiment. Mais du coup, comment le sport de combat, il est arrivé là-dedans? Il est arrivé après. Là, je t'ai raconté à peu près jusqu'à mes 10 ans. Après, on a déménagé avec ma mère uniquement. On est allé aux États-Unis 3 mois. Et déjà là, moi, j'avais envie de faire... j'avais pas forcément envie de faire du karaté comme mon père. J'avais envie de faire du kung-fu ou quelque chose, du jiu-jitsu. Je voulais faire du jiu-jitsu, mais je savais pas. Je parlais pas de jiu-jitsu brésilien à l'époque. Je parlais moi, je lisais Naruto. Ouais. J'étais fan de Naruto, j'avais envie d'être un ninja, tu vois. En gros, dans ma tête, c'était ça. Ouais. Et du coup, ma mère, quand bien même elle faisait au mieux pour moi, on a fait 3 mois aux États-Unis, puis on n'a pas réussi à avoir la green card. Donc du coup, elle a saisi une autre opportunité d'une autre amie qui l'a fait aller au Mexique. Donc on a pris un bus, littéralement, on n'a pas pris l'avion, on a pris le bus, on est descendu jusqu'à San Miguel de Allende au Mexique, chez son ami, où on a vécu là-bas aussi pendant 1 an et demi. Donc là, c'était la seule fois où j'étais, entre les États-Unis et le Mexique à ce moment-là, c'était la seule fois où j'étais en dehors du système scolaire français. J'étais dans une école bilingue au Mexique, à San Miguel. Puis là-bas, pareil, je disais à ma mère, mais je veux faire du kung-fu, je veux faire du jiu-jitsu, je veux être un ninja, quoi. et sauf San Miguel de Allende, c'est un petit bled, c'est assez grand par rapport à l'Europe. Je veux dire, c'est peut-être aussi grand, voire plus grand que Bienne, mais au Mexique, c'est un bled. Et du coup, il n'y a pas grand-chose. Enfin, il y avait pas de sport de combat, j'ai pas pu en faire, mais j'ai fait plein d'autres choses. J'ai commencé à faire un peu de breakdance. Et puis après, j'étais dans la préadolescence, j'avais 11 ans, presque 12. J'ai dit à ma mère que je voulais absolument rentrer en France, voir mes amis qui étaient passés au collège. Je voulais vivre ça avec eux, et que du coup, j'avais le mal du pays. En vrai, j'avais le mal du pays. Et du coup, elle m'a dit, ok, écoute, tu peux aller vivre avec ta grand-mère en France, donc la mère de mon père. Je suis parti vivre 1 an en France avec ma grand-mère. Mais je me suis rendu compte, en fait, j'avais tellement ouvert mon esprit et mes horizons en voyageant aux États-Unis
et au Mexique, que derrière, je me suis retrouvé en France avec mes amis, oui, que j'aimais et avec qui ça se passait très bien, mais genre avec le reste des gens du collège et tout, je remarquais qu'il y avait un jugement constant, il y avait une tension qui était pesante. Le regard des gens n'était pas le même qu'au Mexique, c'était très innocent, c'était très genre, au final, fais ce que tu veux, fais ta vie, il n'y a personne qui te juge. Tu vois. En France, si. En France, il y a tout le monde qui te juge, surtout. Au collège, hein, je m'en suis rendu compte à ce moment-là. Mon père qui est venu, qui m'a dit j'aimerais bien que tu viennes vivre avec moi l'année prochaine à Mexico. Lycée franco-mexicain, du coup, je serais resté de nouveau, enfin là j'étais de retour dans le système scolaire français, je serais resté dedans. Puis du coup, ma mère elle m'a dit écoute, pourquoi pas, tu vois, vas-y, tu connais pas vraiment ton père plus que ça, tu le connais que des vacances que tu as passées avec lui. Et puis ça serait bien que tu le découvres réellement. Et ma mère elle m'a dit ça, mais c'était très dur pour elle, tu vois. C'était pas... Puis on est allé, du coup, je suis allé vivre avec lui et ma belle-mère, Alejandra, qui est toujours ma belle-mère aujourd'hui, ils se sont mariés depuis. Et ils ont eu ma petite sœur aussi, Eva, depuis. J'ai vécu là-bas 5 ans, en gros de mes 12 ans jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à ce que j'ai mon bac. J'étais à Mexico et c'est là où j'ai commencé les sports de combat, avec mon père. On a commencé à s'entraîner, lui il avait déjà fait quelques combats de kickboxing, full contact et tout, puis même un de MMA. Et du coup, on a commencé à s'entraîner en MMA, aller dans des clubs dans le sud de la ville pour s'entraîner. On avait un dojo à la maison. Mon père, il avait construit un dojo sur la terrasse de notre appartement. Que je le veuille ou non, au final, je savais que j'allais découvrir les sports de combat avec lui réellement. J'allais en pratiquer. Au final, j'ai adoré ça. En fait, j'ai découvert que je pouvais faire plein de choses avec mes jambes. Et jusque-là, j'avais déjà énormément de plaisir à faire des choses avec mes jambes, justement. Et là, je pouvais mettre des kicks. Et genre, j'ai trouvé ça tellement cool. Que du coup, ouais, je suis tombé amoureux des sports de combat. Directement, tu t'es dit, ça, c'est un métier qui pourrait me plaire. Je vais me dire, ok, non. je peux être combattant pro, quoi. Non, pas directement. Par rapport à ma vitesse d'apprentissage et tout, je me situais dans la moyenne haute, toujours dans les cours ou dans les salles où j'allais m'entraîner et tout. Mon père, il m'a poussé, entre guillemets, même pas, mais il m'a dit ouais, tu veux faire des compétitions, là regarde, on peut te faire une compétition de kickboxing. J'ai fait ma première compète de kickboxing, j'ai fini 2e, parce qu'il y avait une chier d'adrénaline, de sensations, de bonnes sensations et tout. J'ai trop aimé ça. Et après ça, j'ai fait presque que des compètes de grappling, parce qu'on commençait à découvrir le grappling et le jiu-jitsu. Et à mes 15 ans, j'ai fait mon premier combat amateur. Il est encore sur YouTube d'ailleurs. Mon premier combat amateur de MMA. Et quand je l'ai remporté, parce que c'était un tournoi, j'en ai fait 2 ce jour-là. J'ai remporté les 2, mais déjà dès le premier où on m'a levé le bras, je me suis dit, ça j'aime beaucoup. Tu vois. Et mon père en parallèle, il faisait quelques combats pro. Je l'accompagnais, j'étais dans son coin pour qu'il combatte en pro. Il y avait la télé, il gagnait un peu d'argent, alors que dalle, hein. Au Mexique en plus à l'époque, vraiment rien. Mais j'avais déjà une vision sur le monde pro. Et je pense que je me suis dit à ce moment-là, écoute, en vrai, je pourrais faire ça. Parce que de base, je voulais être acteur. J'ai pris des cours de théâtre et tout, j'en ai fait. Puis j'aimais ça, mais d'un autre côté, j'avais énormément le trac. Quand je suis monté dans la cage et que je me suis exprimé et que j'ai gagné, je me suis rendu compte que j'avais zéro trac. Zéro trac, zéro pression. J'étais juste rempli d'adrénaline, bien évidemment. Mais c'était pas un stress, tu vois. Enfin, c'était un stress positif en tout cas. Et j'ai pu m'exprimer pleinement, j'ai pu kiffer ça. Je pense que je vais partir sur cette voie parce que je m'exprime beaucoup mieux, beaucoup plus facilement dans la cage que sur une scène de théâtre. Et comment tu as eu la transition entre amateur et pro? Comment ça se fait que tout d'un coup on dise ok, bah t'es pro, quoi? Encore aujourd'hui, c'est toi qui décides quand est-ce que tu le fais. D'accord. Encore aujourd'hui. Mais déjà à l'époque, au final, moi j'ai fait 7 combats amateurs, je les ai tous faits au Mexique. Et puis comme je savais que je voulais faire ça, que je voulais devenir combattant pro, à l'époque il n'y avait pas de circuit amateur IMAF. Enfin, il a commencé en 2015 l'IMAF, ça a commencé quand moi je suis passé pro. Tu vois. Okay. Donc jusque-là, il n'y avait rien qui te montrait que tu pouvais faire une carrière amateur pour vraiment prendre de l'expérience avant de passer pro. Donc il y avait quelques organisations, c'était dans un club que je faisais mes combats amateurs moi au Mexique. Tu vois. C'était un club qui avait genre 3 cages, c'est une énorme salle. Ils avaient 3 cages et ils organisaient des tournois.
Okay, ouais. Mais des tournois pour des ados comme moi, tu vois, et des adultes aussi. Mais je veux dire, des gens qui commençaient et qui, du coup, fallait qu'ils aient un minimum d'expérience avant de passer pro, tu vois. À 18 ans, je voulais passer pro. Je me disais, 18 ans, c'est l'âge légal où je pourrais décider d'être pro, tu vois. Avant, tu peux pas être pro. Puis j'allais rentrer en France pour faire mes études en fac de sport. Et j'allais m'entraîner à Pythagore avec Emmanuel Fernandez, qu'on connaissait déjà et qui nous donnait déjà, il nous envoyait plein de vidéos de techniques de jiu-jitsu pour qu'on apprenne, nous, au Mexique. Et on représentait Pythagore au Mexique, d'ailleurs, on était genre Pythagore Mexique. Et du coup, je suis allé m'entraîner avec lui à Bordeaux. Je suis arrivé direct, mon père, il lui a dit, écoute, mon fils, ça y est, il veut passer pro, tu vois. Du coup, je suis arrivé, et puis en octobre, je crois le 31 octobre, si je me souviens bien, c'était KOC Halloween, et j'ai combattu pour la première fois en pro. Comment ça se fait que tu es arrivé en Suisse du coup? J'ai fait plein de combats pro en France, en Europe. Et puis un jour, un de ces combats-là, 5 semaines avant le combat, on me propose un combat contre Marco Kovacevic à Neuchâtel, aux Lions. Et il était à 9-3, un truc comme ça, 9-2. Et moi, j'étais genre à 5-4. Un truc comme ça. J'ai toujours eu un record très mitigé. Puis je l'ai affronté. J'ai perdu à la décision. C'était en 2019. Et quelques mois après, au mois d'août, il m'a proposé de venir l'aider à préparer un combat. Enfin, un tournoi même. Le tournoi du Cage Warriors en moins de 61 pour la ceinture. À ce moment-là, j'étais au chômage. Je m'étais mis exprès au chômage pour me concentrer sur le MMA. Pouvoir accepter plus facilement des short notice comme un contre Marco, tu vois, qui pourrait me booster. Sauf que celui contre Marco, je l'ai pris, je travaillais encore. Puis lui, là, il me propose de venir. Je lui ai dit, écoute, j'ai le temps, mais j'ai pas les moyens. Parce que au chômage, en France, j'avais juste de quoi m'entraîner au quotidien et puis payer mes factures et c'était réglé. Il m'a dit, pas de souci, je te fais venir et tout, je te paye le billet d'avion, tu viens chez moi, t'auras rien à payer. Puis du coup, on a fait ça, je suis venu une semaine et j'ai découvert la structure de FMA, quelque chose qu'à Pythagore, il n'y avait pas. Pythagore, c'était très famille, c'était une ambiance que j'adorais, c'était vraiment genre, on buvait la petite bière à la fin de l'entraînement et tout. Et techniquement, j'avais pas fini d'apprendre, il y avait encore tellement de choses à apprendre, mais par contre, je voyais qu'au niveau de la structure, pour être professionnel, c'était clairement plus structuré à FMA. Je suis sorti avec une fille de FMA qui est même venue vivre à Bordeaux avec moi pendant 1 an. On a déménagé en Suisse ensemble, parce qu'elle avait, elle, le mal du pays à ce moment-là. Je me suis retrouvé à vivre en Suisse, ça fait 5 ans, en 2021. Être combattant pro en Suisse, c'est une bonne situation, tu trouves, ou pas? Écoute, moi, elle a amélioré ma situation depuis que je suis en Suisse, en tant que combattant. Mais c'est pas forcément le fait que j'étais en Suisse, je pense que c'est le fait qu'à ce moment-là, le MMA a été légalisé en France. Et du coup, ça a fait un boom dans les salaires. Tout le monde a commencé à gagner vraiment dans les primes de combat, à gagner des vraies primes et tout. Même si c'est redescendu un peu depuis, mais c'est quand même resté vachement plus haut. Moi, j'ai fait mes premiers combats, je combattais toujours pour moins de 1000 balles, tu vois. Mes 15 premiers combats, 15 c'est beaucoup sur 22. Mes 15 premiers combats, j'avais pas touché plus de 1000 balles. Je suis arrivé en Suisse, j'ai fait un combat où j'ai touché 1000. Le combat d'après, c'était 10. L'argent de mes fights me permettait de vivre plusieurs mois jusqu'au prochain. Après, ça reste une situation très précaire. Aujourd'hui, par exemple, ce qui m'a fait aussi ouvrir Fighting Squad, c'est justement cette situation qui fait que si tout d'un coup, tu n'as pas de fight parce que tu es blessé, parce que ton adversaire se blesse. C'est ce qui m'est arrivé là avec Haro pendant 1 an et demi. Et du coup, tout ça, moi, ça m'a fait me rendre compte que c'est trop incertain et que je ne vis pas. Genre, je suis là à magouiller, à survivre s'il n'y a pas d'argent des combats qui tombent. Moi, ma situation personnelle, elle a quand même vachement amélioré depuis que je suis en Suisse, dans ma carrière de combattant. En plus, là, j'ai quelques défaites sur la fin sur mes derniers combats, donc forcément, c'est plus difficile de négocier, c'est plus difficile de trouver des adversaires. Il y en a plein qui savent que je suis quand même dangereux comme adversaire, donc ils ne veulent pas me prendre parce que me battre, ça leur apporte pas grand-chose. Et perdre contre moi, genre ils estimeraient que c'est la honte, tu vois. Ou alors tout d'un coup, moi là, on me propose énormément de combats en moins de 70, en moins de 70 kilos, genre lightweight, la KT au-dessus. Pourquoi? Parce que c'est des gars qui sont physiquement, ils sont plus balèzes que moi. Du coup, là pour le coup, ils sont un peu plus en confiance, ils s'en foutent, tu vois. J'ai fait beaucoup de combats que j'aurais pas dû faire parce que je les ai pris au dernier moment, parce que j'ai pris ce qu'il y avait comme opportunité, puis j'ai jamais vraiment regardé mes adversaires. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus regardant. Aujourd'hui, maintenant, je suis à 11-11, donc c'est comme si j'étais à 0-0, il faut que je reparte, il faut que je recommence.
Mais tu as quand même envie de relancer un peu Ouais, la machine. bien sûr, j'ai envie de combattre encore. J'ai 29 ans, donc j'ai encore, je pense, 10 bonnes années de combat devant moi. Pour autant que je sois en bonne santé. L'idée, c'est que je combatte plus pour le plaisir. Puis si j'arrive à atteindre des objectifs que je m'étais fixés, bah, ça sera toujours ça de gagner. Mais ouais, j'ai toujours l'intention de combattre. Ouais. On peut passer au premier jeu? Ouais, vas-y. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé. Non, c'est très bien. Le premier jeu, il s'appelle « Qui est ce combattant ?» En gros, je vais te donner des surnoms de combattants et tu devras me dire qui est ce combattant. Wow, je sais pas si t'es bon là-dedans. Ah, je sais pas non plus. Vas-y, on va voir. God of War. Benoît Saint-Denis. Voilà. On commence avec un classique, un facile. Ouais. The Notorious. Conor McGregor. Parfait. Mais je vais te demander une question par rapport à lui, justement, parce que c'est un peu celui qui a mis un peu le MMA aux yeux du grand public. Ouais. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'il représentait pour toi en tant que combattant pro. Comment tu le vois, ce gars, en fait? Alors, moi, je l'ai beaucoup admiré, surtout au début de son ascension. C'est lui qui a montré qu'en vrai, il faut manifester, il faut parler les choses, il faut dire ce que tu penses, ce que tu veux être, tu le dis, et puis ça va porter ses fruits, tu vois, au final. Et il a mis énormément de lumière sur le MMA, donc en plus, on ne peut pas le nier. C'est la figure du MMA. Après, aujourd'hui, ce qu'il est devenu, au final, peu importe. Ouais. Peu importe. Je veux dire, est-ce que moi-même, avec ma bonne éducation, toutes mes valeurs et tous mes principes, je serais mieux aujourd'hui ou une meilleure personne que lui aujourd'hui avec tous les millions qu'il a fait? J'ose imaginer que oui. Je pense que oui. Mais la réalité, on n'en sait pas. Ouais, enfin, on ne sait pas. On ne pourra jamais savoir parce que l'argent, on sait que ça pourrit un petit peu le… Le troisième, The Predator. Francis Ngannou. Ouais. Ah, t'es bon quand même. Ça va. En fait, je le savais pas, c'est tout. C'est ça. Le panda enragé. C'est peut-être un peu plus compliqué. Le panda enragé. Ouais. Et c'est en français le surnom? Non, je pense que c'est traduit ça. Raging Panda? Je pense. C'est Julia Avila. C'est une combattante pro MMA. Femme. Ah, c'est une femme. Ouais. Ok. Ah, j'ai mis un peu des femmes aussi. Okay. Mais justement, et elle combat où? Aucune idée, franchement, j'ai juste trouvé ça, cette info-là. Okay. Mais je voulais te demander comment toi tu voyais un peu les combats féminins dans les MMA. C'est quelque chose qui est positif? Oui. Je pense que c'est important. Et je pense que la chance dans le MMA, c'est que la grille de paiement pour un homme ou pour une femme, au final, elle ne se distingue pas justement par le genre. C'est pas parce que tu es une femme que tu es moins payé. Si tu es moins payé parce que tu es une femme, c'est parce que peut-être tu vends moins qu'un homme. Un homme et une femme qui ont le même record et qui peuvent les deux être sur un main event, les deux vont toucher la même chose sur le main event. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc ça, je trouve c'est super cool. Après, le MMA féminin, je trouve de toute façon, c'est important qu'il y en ait parce qu'il y a des femmes qui veulent combattre, tout simplement. Tu vois, enfin, je veux dire, comme dans n'importe quel sport, les femmes, elles veulent faire aussi ce sport-là, voilà, qu'il soit fait. Et ce que je trouve super cool, par exemple, comparé au football, où du coup les matchs de foot féminin, je crois qu'il y a très peu de gens qui regardent. Les combats de MMA féminin, au final… tu vois pas la différence? Tu vois pas la différence, okay. C'est sur la même carte. Le point fort de la femme dans le monde du MMA, c'est que pour moi, elle est à l'égal de l'homme. L'immortel. Tona Kroll? Attends, il y en a d'autres? Non, je crois qu'il n'y a que toi. Okay. Mais comment il est venu ce surnom? C'est Arès, je crois. Mais il me semble que c'est après le combat contre Alioun, donc c'est pas mon combat le plus glorieux. Parce qu'en vrai, faut dire ce qui est, il m'a tapé. Enfin, debout, il m'a tapé. J'ai toujours la gorge un peu nouée quand j'en parle, parce qu'au final, ce combat-là, j'aurais dû le gagner, dans le sens où, au deuxième round, je l'emmène au sol, je lui prends le dos, je lui mets un étranglement. Et la seule chose qui fait qu'il ne tape pas sur l'étranglement, c'est qu'il attrape l'intérieur de mon gant, il triche du coup, chose qui est interdite, il attrape l'intérieur de mon gant et c'est comme ça qu'il arrive à empêcher que je finisse de verrouiller. Mais quand même sans avoir réussi à finir de verrouiller, mon bras était déjà en train de serrer suffisamment pour qu'il ait du mal à respirer, je l'entendais, il respirait super mal, il crache le protège-dents et il s'est vraiment accroché jusqu'au dernier moment à ce gant. Et l'arbitre lui a donné trois
Oui, il lui a donné 3 points de pénalité. Ouais, il lui a donné un premier point, un deuxième, un troisième. Et normalement, au bout de 3 points de pénalité, tu es disqualifié. Donc déjà, là, si on parle purement sur les règles d'arbitrage, il aurait dû être disqualifié. Et ensuite, s'il avait juste pas triché, il aurait tapé. Enfin, je l'aurais soumis. J'en suis super convaincu. Donc ouais, je l'ai toujours un peu en travers parce que derrière, le combat il a continué, puis je me suis encore fait taper pendant un round. Et j'ai perdu au point. Quand bien même il avait perdu du coup que 2 points parce que c'est là où du coup l'arbitre, comme il devait le disqualifier pour sauver sa peau entre guillemets, ce qu'il a fait c'est qu'il est allé entre le deuxième et le troisième round, justement après cette phase où il a enlevé les 3 points de pénalité. Il s'est rendu compte que là il devrait le disqualifier, il devrait arrêter le combat et disqualifier Alioune. Il n'a pas eu les couilles de le faire. Il s'est d'ailleurs beaucoup excusé auprès de moi après parce qu'il sait que ça a eu un impact sur ma carrière. Bah, c'est clair, ouais. Parce que du coup, moi, ça m'a mis une défaite. J'entendais l'arbitre qui disait aux juges de table, à chaque juge de table, il y en a 3, il est allé les voir, il a dit que 2 points en moins. Que 2 points en moins. Il est allé corriger, entre guillemets, son erreur, tu vois, entre les rounds. J'étais en train de digérer le truc, tu vois, de me dire, putain, mais en fait, là, genre, normalement, techniquement, je l'ai soumis, tu vois. Du coup, je pense que c'est de ce combat-là qu'est venu mon surnom l'immortel. Parce que il y a eu plein de mèmes après sur Twitter, sur Insta et tout, de gens qui disaient, genre, il y en avait un, c'était Tona Kroll et son daron, et puis c'était une photo de moi et de Nate Diaz, parce que Nate Diaz aussi, il encaisse les coups, il tombe pas, tu vois. Et il y en avait qui disaient, putain, moi je suis sûr, Tona Kroll, il est dopé, impossible de tenir des coups comme ça sans être dopé. Puis moi je répondais, je disais, bah écoute, le seul produit illicite que je mets dans mon corps, c'est la salsa Valentina, qui est une sauce mexicaine piquante, tu vois, et qui n'est pas du tout un produit illicite, tu vois, mais je répondais à ça comme ça, avec de l'humour au final, parce que bah voilà, c'était même plaisant de voir que des gens pouvaient penser que j'étais dopé alors que je le suis pas, mais en vrai, c'était quand même pas glorieux, parce qu'au final, c'était parce qu'on m'appelait l'immortel parce que j'encaissais suffisamment les coups sans tomber, tu vois. En parlant de réputation, the best. Cédric Doumbé. Ouais, bien joué. Ouais, lui, il est méga dans l'entertainment, justement, répute, etc. Toi, t'aimes bien ce côté-là du MMA? Ouais, j'aime bien. En plus, Cédric Doumbé, c'est marrant, j'ai combattu sur la même carte que lui pour mon premier combat pro au KOC Halloween, que je disais. Lui, il combattait pas en MMA, il combattait en K1. Et en fait, il avait combattu là, à Angoulême, parce qu'il était d'Angoulême à la base. Et tout le monde, mon coach, tout le monde de la région le connaissait. Enfin, tout le monde le connaissait de petit, en fait. C'était genre le petit de la ville. Je trouve qu'il fait un bon travail. Il est dans le jeu, il taquine, il chambre beaucoup, mais genre ça va, c'est mignon. C'est du business, il fait ça bien. Le suivant, bon gamin. Mais bon gamin, il n'y a même pas besoin de dire son... Ouais, c'est vrai. Mais Cyril Gann. Ouais, justement, tu as parlé un peu de Cédric Doumbé qui venait un peu de la région. Et Cyril Gann qui est aussi français, tu les rencontres des fois, tu discutes aussi avec alors, eux. pas énorme, mais j'ai déjà rencontré Cyril Gann, ouais, bien sûr, à Arès plein de fois. J'ai même une photo de lui, peut-être je la retrouve après, je te l'envoie. Une photo de lui avec mon sombrero. Ah, excellent. Parce que après un de mes combats à Arès, justement, on était allé discuter avec lui. Alors ceux qui le connaissent mieux, Enrique Shigemoto et Nelson de FMA. Moi, je le connais pas plus que ça, mais j'ai déjà eu pas mal de fois une interaction avec lui et tout. L'avant-dernier, l'aigle du Daghestan. C'est Khabib ? Ouais. Ah, ok. Ouais. Je savais même pas qu'il avait un surnom. Ouais, mais je me suis douté que c'était lui. Du Daghestan en même temps. Mais c'est le meilleur selon toi de l'histoire du MMA ou pas? Non. Non? Alors c'est qui? Y a pas. Tu peux pas dire qu'il y a un meilleur. Tu peux pas dire qu'il y a un meilleur. Tu sais, ça c'est la question que tout le monde se pose, genre le GOAT, c'est qui? Y a pas. Pour moi, c'était techniquement le plus propre et spectaculaire, c'était Demetrius Johnson. Mais personne va dire que c'est le GOAT. Pourquoi? Parce que c'est un poids mouche, 57 kilos. Au final, tout le monde se fait battre un jour ou l'autre. Pour moi, il n'y a pas de meilleur. Et le seul qui ne s'est pas fait battre, c'est Khabib, 29-0, effectivement. Mais il n'a pas affronté la personne qui aurait pu le battre, justement. Tu vois. Okay. En fait, c'est juste ça. Et le dernier, Robzilla. Robert Valentin. Qui est aussi à FMA, du coup. Bon, il est aux États-Unis maintenant et ça fait quelques années là qu'il n'est plus à FMA, mais c'est quelqu'un de FMA à la base. Qui a fait partie en tout cas
Mais il y a une bonne entente entre les combattants de la FMA? Ouais, on s'entend tous. On s'entend tous super bien, en vrai. Jamais, en 5 ans que j'ai été à FMA en Suisse, j'ai pas vécu d'accrochage, il me semble pas, entre les combattants. Tant mieux. Ouais. On peut passer à la deuxième partie de discussion, on va parler un peu plus de comment tu vis tes combats, comment tu les prépares, etc. Je voulais te demander un peu comment toi tu faisais ta préparation, comment tu te disais, ok, là j'ai un combat de prévu, qu'est-ce que je fais? Ok, quand j'ai un combat, souvent c'est... Alors souvent, dans le meilleur scénario, 2 mois à l'avance, j'ai signé le contrat, je sais qui j'affronte et à quelle date. À partir de ce moment-là, les premières semaines, je réduis énormément le sucre. Si j'avais tendance à manger plus qu'une portion, tu vois, à me resservir, chose qu'on fait tous, hein, bah, je le fais plus. Je recommence à avoir une routine assez stable, donc je me lève tôt, je fais mes respirations de Wim Hof, je fais une routine d'étirement matinale, puis j'ai 3 fois par semaine la prépa physique, le soir même entraînement de nouveau, MMA ou grappling ou striking ou peu importe. J'ai toujours au minimum 2 entraînements dans la journée. Après, des fois, ça peut être un entraînement plus chill. Je vais essayer de caler dans ma prépa au moins un rendez-vous physio ou un massage par semaine en fonction de ce qui est possible. Ça va dépendre de mes finances, ça va dépendre de mes besoins aussi, hein. Si tout d'un coup, genre les premières semaines, je sens que je suis en pleine forme, j'ai pas besoin. Mais au bout d'un moment, le corps, il commence à te dire, ok, là, un petit massage par semaine, ça va permettre de maintenir le rythme. Je fais du travail mental, donc je visualise énormément le combat. Dès que j'ai des moments un petit peu de calme dans la journée, je vais penser au combat, je vais penser à quand je vais rentrer dans la cage, mon entrée, ma musique, je vais essayer de visualiser, de sentir un peu les odeurs, l'odeur de la vaseline, l'odeur de la sueur, l'odeur des gens dans la salle, tout d'un coup il peut y avoir un parfum, enfin voilà. J'essaye de vraiment me mettre dans l'ambiance avec tout ce qui est sensoriel aussi. Je ressens la cage dans mon dos qui est dure, qui fait mal, le sol qui est molletonné, qui en fonction de la cage est plus ou moins agréable, les lumières qui tapent fort. J'essaie de visualiser aussi l'entrée de mon adversaire, moi dans la cage en train de le voir rentrer. Ou des fois je visualise l'inverse, lui il est déjà dans la cage, c'est moi qui rentre et je rentre en deuxième. Du coup la tête c'est quand même méga important. Ouais. Ok. Ouais. Tu prêtes beaucoup attention à ça, tu t'écoutes beaucoup de ton corps et ton esprit. Ouais, t'es obligé. Puis même là, tu vois, je te donne dans les grandes lignes, mais il y a toujours les ajustements. Il y a des jours où t'es fatigué, tu sais que ton corps, t'as encore tel et tel entraînement qui sont assez importants qu'il faut que tu fasses cette semaine. Peut-être cet entraînement du soir où c'est juste pour aller t'entraîner, si tu peux le skip pour te reposer, des fois, faut savoir le faire. Et ça, c'est quelque chose, pendant longtemps, je faisais pas. J'y allais et puis c'était tout. Aujourd'hui, j'ai de l'expérience, je sais quelle différence ça peut avoir ou pas, justement le fait que j'y aille ou que j'y aille pas. Je voulais te demander aussi un peu comment toi tu vis le jour du combat en fait. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment tu le vis en fait? Le jour du combat, il y a plein de choses qui se passent. Globalement, tu es content parce que ça y est, c'est le jour où tu vas pouvoir ouvrir ton cadeau, où tu vas manger la cerise sur le gâteau. Tu vois, genre, c'est un aboutissement quelque part. Tu vois, de 2-3 mois de préparation intense. Mais tu as aussi plein de choses qui rentrent en compte, hein. Mentalement, tu as le stress, tu as la peur de perdre, tu as la peur de décevoir. Tu te dis, mais tu as toujours ce petit doute de putain, et si je me fais mettre KO genre, dans les premières secondes du combat, j'aurais fait tout ça pour rien. Tu vois. En vrai, tout le travail que tu as fait en amont, mental et tout, te permettent qu'au moment du combat, tu es bien. Tu vois, t'es juste... Enfin, moi, perso, je suis bien, je suis juste heureux d'être là et ça y est, je me dis, ça y est, enfin, je vais pouvoir montrer ce sur quoi j'ai travaillé pendant tous ces mois et me montrer à moi-même. Hein. Me montrer à moi-même, pas forcément aux autres, en vrai, je m'en fous. Me montrer à moi-même et au final, me faire plaisir parce que je suis là parce que j'aime ça, tu vois. Justement, avant, tu racontais que tu n'avais pas forcément le trac en rentrant, tu avais l'adrénaline. Ouais. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans ta tête quand tu rentres dans la cage, tu vois ton adversaire ou t'attends ton adversaire? C'est un moment qui doit être quand même spécial. Ouais, pour moi, c'est de l'excitation.
J'aime tellement ce qui va se passer que je suis juste genre comme un enfant, tu sais. Ouais. T'attends juste que ça arrive en fait. Ouais. Ouais. Quand le combat il est terminé, t'as quoi comme sensation dans le corps? Il y a tout qui retombe direct ou t'es encore un peu dans le... Non, t'as encore... en plus, si tu viens de gagner avec la manière... Enfin, je veux dire, il y a plusieurs sensations, mais quand tu perds, des fois, ça te met une douche froide. Et puis, bah oui, tu redescends assez vite. Il y a plein d'émotions qui peuvent passer, mais quand tu gagnes, tu planes. Et j'ai eu des combats où j'ai gagné et j'ai plané pendant des semaines. Le soir même, après, ils viennent te chercher avec la voiture, ils t'emmènent là où tu veux aller avec tous tes amis, toute ta famille. Alors, pas tout le monde dans la même voiture, mais tu sais, t'as tout le monde qui se retrouve dans un bar, on sort et tout, on fait la fête, on célèbre la victoire. Après, le lendemain, tu te réveilles, t'es là, t'es sur un nuage encore, tu vois. Et puis, ça peut durer, je te dis, ça peut durer des jours, des semaines. Après, tu reviens à la salle, t'as tout le monde à la salle qui te félicite. Après, t'as quand même le petit coup de blues. Maintenant, faut se repréparer pour le prochain combat, tu vois. Tu sais pas quand est-ce que ça va être, ça aussi. Tu sais pas quand est-ce que va être le prochain combat. Souvent, cette période-là, c'est ce que j'appelle le blues post-fight, c'est la pire. Et celle-là, tu peux l'avoir que tu gagnes ou que tu perdes. Mais je trouve que quand tu gagnes et que tu as plané justement, tu étais dans l'euphorie de la victoire et tout, et qu'après tu attends encore ton prochain fight, tu sais pas quand est-ce que ça va être, t'as plus d'attention média ou de trucs comme ça parce que de toute façon, ça y est, c'est passé. Maintenant, c'est quand est-ce que tu combats le prochain pour que de nouveau on se penche sur toi, tu vois, au niveau médiatique et tout. Est-ce que je m'entraîne dur? Est-ce que je prends du temps off? Mais est-ce que si je relâche trop après, c'est pas chiant parce que peut-être va falloir que je me remette dedans et ça va être dur, enfin tu vois. Ça, c'est peut-être des choses que beaucoup de gens ne savent pas. Et il y a beaucoup de combattants. Alors moi, j'ai un mental assez fort et j'ai plein d'autres choses qui, dans la vie, me motivent. Donc j'arrive toujours à trouver quelque chose pour essayer de sortir de ces phases-là et pas rentrer dans des dépressions. Mais tu as des combattants qui dépriment. T'as des combattants, mec, qui dépriment, genre c'est violent. Mais eux, c'est genre vraiment ce qui les sauve de genre leurs pensées qui vont les détruire le reste du temps. Et dès qu'ils ont combattu, qu'ils aient gagné ou perdu, derrière, ils sont là en mode il y a plus de but, donnez-moi un combat, donnez-moi un combat, parce que s'ils l'ont pas, et c'est beau, il y a beaucoup de combattants qui sont dans ce cas-là. On a parlé de avant le combat, après le combat, mais je voulais aussi savoir qu'est-ce qui se passait dans ta tête pendant le combat. En fait. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire? Vu que tu connais un peu le système, enfin, je pense que tu peux t'attendre à tout et à rien, tu peux pas savoir qu'est-ce qui va se passer, mais est-ce que en fait, c'est tous des mécanismes, des automatismes que tu as dans ton corps qui font que en fait, tu réfléchis même plus à ce que tu fais? Tu réfléchis pas beaucoup. Enfin, je veux dire, oui, il y a de la réflexion. C'est plus un mécanisme de réflexion pour que tu puisses agir dans des millièmes de secondes. Donc, c'est des choses que tu as mis déjà en place à l'entraînement. Tu vois, un philosophe, quand il réfléchit pendant des heures. Là, toi, ce que tu dois faire, c'est que sur 5 minutes, il va falloir que tu t'exprimes avec ton corps. Et ça doit être tout des micro-réactions à des millièmes de secondes. Enfin, tout doit se passer très vite. Donc du coup, tu entraînes et formates ton cerveau à être très rapide dans la prise de décision. Du coup, à ne rien développer. Genre, ça, c'est ça, et ma réaction, c'est ça. Et point barre, tu vois. Et derrière, pour pousser un petit peu plus l'analyse et peut-être remarquer qu'il y a un truc qu'on peut changer ou un autre angle pour prendre une autre approche, ça c'est ton coin qui est là pour te parler et pour te faire remarquer. Ton low kick qui marche pas, commence à envoyer des high kicks. Tu t'en étais pas rendu compte tout seul parce que toi ton mécanisme c'était boum, je fais ci, je fais ça et à chaque fois je finis avec mon low kick, tu vois. Et des fois tu peux t'en rendre compte toi-même. Mais tout ça, pareil, c'est des choses, c'est parce que tu as formaté ton cerveau à cette lecture et à cette analyse et à cette prise de décision sur des moments très très courts. Tu t'entraînes tellement à ça pendant la prépa que des fois, moi, quand je m'approche d'un fight, des fois, je rêve que je suis en train de fighter. Et genre, ma réflexion, elle va pas plus loin que moi, en POV, en train de fighter. Et c'est tout. Ouais. Genre, ça va pas plus loin que ça. Pourquoi ? Parce que mon cerveau, je l'ai dirigé, je l'ai cloisonné dans... Faut penser comme ça tout le temps. Ça peut être, mine de rien, handicapant des fois pour le reste de ta vie quotidienne.
le mieux je suis préparé pour un combat, le plus je suis inefficace ou inutile dans mes tâches de vie quotidienne à la maison. Enfin, tu vois, genre l'attention que je porte aux gens ou à ma copine, c'est réduit. Si tu me parles et que tout d'un coup je suis comme ça, je suis en train de penser au combat, enfin, tu vois. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, aujourd'hui je suis assez conscient et ça c'est quelque chose pour le futur, par exemple, ça me pose un peu souci de me dire, ok, mais maintenant, tu vois, quand je vais combattre, bah, je sais que si je veux combattre au plus haut de mes capacités, il faut que j'arrive à ça. Et pour arriver à ça, ça veut dire que je délaisse énormément de choses. Typiquement, aujourd'hui, bah, ma vie de famille, si demain je veux des enfants, si je veux que ma société elle fonctionne bien et tout, bah, c'est des choses que quelque part, bah, je vais un peu délaisser. Donc, il faut que avant que je fasse mon prochain combat, en vrai, il faut que je réussisse à déjà avoir une structure autour de moi, un cadre familial qui dépende pas de moi. Que je puisse m'absenter pendant 2 mois, entre guillemets, même si physiquement je suis pas absent, je te dis, mentalement, tu te limites à beaucoup de choses. On passe au deuxième jeu? Ouais. C'est des j'ai déjà. En gros, je te donne une phrase, tu commences par j'ai déjà, tu dois me dire si oui ou non, puis tu peux développer si tu veux, tu peux ne pas développer. Okay. J'ai déjà eu peur de mon adversaire en entrant dans la cage. Non. Ils ont tous 2 bras, 2 jambes, une tête comme moi. Et... Impressionné, physiquement, j'ai déjà été. Ouais, de me dire, oh putain, physiquement, il est balèze, tu vois. Mais de là, en avoir peur, jamais. Après un combat, je me suis déjà posé la question de pourquoi je fais ça. Ouais, je pense. Tu sais, j'ai une carrière, comme je disais, j'ai 11-11, beaucoup de défaites. Donc je pense que la remise en cause, la remise en doute de pourquoi je fais ça, je l'ai eu plusieurs fois. Ouais. Au final, aujourd'hui, j'en suis là et je continue de faire ça parce que j'aime ça. Je me suis déjà évanoui à cause de mon cutting? Non. Alors, senti que j'allais m'évanouir ou être totalement dans les vagues, dans les vapes, pardon, oui. Mais non, je me suis jamais évanoui, non. J'ai déjà continué un combat en étant sûr que j'avais quelque chose de cassé, pardon. Non. Déjà, je me suis jamais rien cassé. Le seul truc que je me suis cassé, c'est un petit os du pied et c'était à l'entraînement. Okay. Et je l'ai su genre 2 mois après. Je me suis jamais rien cassé tout court, donc en fait, j'ai jamais eu cette sensation, non. J'ai déjà regretté des choix qui privilégiaient le sport de combat plutôt que ma vie privée. Non, j'ai pas de regrets. Et de manière générale, ça c'est un truc, j'ai toujours vécu avec cette mentalité de ne pas avoir de regrets. Donc de toujours faire tout ce que je fais sans derrière regretter. Des fois, tu peux te rendre compte que c'était pas la bonne chose, que tu as fait faux, tu apprends. Peut-être les seules choses que je peux regretter aujourd'hui ou dire je regrette quelque chose dans ma vie, c'est si ça a fait du mal à d'autres personnes. Et en général, c'était pas volontaire. Mais de manière générale, tout ce que j'ai fait dans le sport, peu importe si ça a été bien ou pas bien, si ça a apporté ses fruits ou pas pour moi, derrière, j'ai pas de regrets. Tu vois. La carrière que j'ai aujourd'hui, j'ai aucun regret. J'ai déjà menti à mes proches pour ne pas les inquiéter sur mon état de santé. Non, je crois pas. Alors peut-être pas mentionner que je suis blessé de quelque chose, peut-être, mais parce que je suis tout le temps un peu blessé. Mais j'ai jamais eu un état de santé très grave pour avoir à mentir pour que mes proches ne s'inquiètent pas, non. J'ai déjà provoqué un adversaire pour pouvoir l'humilier dans la cage. Alors provoquer des adversaires, ouais, j'ai déjà fait. Pas dans le but de les humilier dans la cage. C'est pas mon but d'humilier qui que ce soit. Mon but c'est de gagner tout simplement. Mais je sais pas si les gars que j'ai provoqués derrière, je les ai affrontés parce que je sais le dernier que j'ai en tête comme ça que j'avais cherché à affronter, que j'avais provoqué, c'était William Gomis. Et du coup, c'est le combat qui s'est pas fait parce que il a signé à l'UFC et puis moi, ils m'ont proposé à Lyon à la place. J'ai déjà voulu affronter ou j'ai affronté un combattant parce que je l'aimais pas du tout. J'essaye de réfléchir parce que ça fait quand même 22 adversaires. Mais je crois pas. Je suis pas quelqu'un de très... j'ai pas d'émotions négatives en général envers mes adversaires. J'ai pas besoin de ça, tu vois. Genre, au final, je combats parce que j'aime ça. Sur le moment, j'aime leur péter la gueule, oui, certes. Mais je veux dire, il n'y a pas d'émotion derrière. Il n'y a pas de réelle mauvaise intention derrière. Enfin, je veux dire, je suis jamais dans la haine ou dans la méchanceté. Je suis jamais énervé ou fâché. Où j'ai eu ce sentiment après le combat et que j'aurais voulu réaffronter, c'était à Lyon. Et d'ailleurs, ils me l'ont reproposé à Reims, mais ils me payaient vraiment
pas assez par rapport à ce qu'il me payait avant. Mais c'est le seul où je m'étais dit, ah bah ouais, lui, je le réaffronte très bien. Et aujourd'hui, maintenant, c'est passé, tu vois. Aujourd'hui, en vrai, maintenant. On peut passer à la dernière partie de discussion. On va parler un peu du futur et aussi de ce que tu as construit ici, Fighting Squad, avec Basile Pinault. Ouais. Vous faites du coup des cours de MMA, jiu-jitsu, lutte, grappling, striking, etc. pour tout le monde, donc hommes, femmes, débutants, avancés, enfants, adultes aussi. Comment ça s'est présenté En début d'année 2025, moi je commençais à donner des cours de MMA à la salle du temps, une fois par semaine. Puis je me disais, mais en vrai, si je pouvais travailler sur Bienne, donner des cours sur Bienne, plus souvent qu'à Neuch, ça m'arrangerait, tu vois, parce que j'habite à Bienne maintenant et tout. Et je voyais qu'il n'y avait pas de club de MMA. Et déjà, longtemps avant, Chris Hadji, qui est un ancien combattant pro de FMA, qui est toujours à FMA, qui masse maintenant, en me massant, une fois, il me disait, ah, mais toi qui habites à Bienne maintenant, tu devrais ouvrir un truc de MMA à Bienne, il n'y a rien et tout. Puis il m'avait mentionné ça, puis moi je disais, ah ouais, mais attends, moi je suis en plein dans ma carrière. Là, moi, ce que j'ai besoin, c'est de me concentrer sur m'entraîner, mes combats. Je ne peux pas ouvrir une salle. Sauf que derrière, les choses ont changé parce que difficulté à trouver des combats, quelques défaites, moins d'argent qui rentre et puis besoin de trouver une stabilité aussi, une meilleure qualité de vie avec ma copine parce qu'on habitait ensemble mais on se voyait presque pas. Elle travaillait à Berne, moi j'étais à Neuch toute la semaine. Donc en début d'année 2025, je me posais un peu cette question de qu'est-ce que je vais faire maintenant, enfin, qu'est-ce que je vais entreprendre pour réussir à déjà avoir une meilleure stabilité et une meilleure qualité de vie. Et je savais que c'était une option d'ouvrir quelque chose sur Bienne, mais j'avais pas forcément les moyens et du coup Nelson il lançait comme ça, hey, si on ouvrait un FMA Bienne. Puis avec le temps, il y a eu pas mal de modifications dans le projet. Moi j'ai voulu le faire, mais j'ai pas voulu être tout seul dedans. J'ai voulu inclure ma copine et Basile parce que je voulais avoir une équipe solide avec qui monter ce projet. Je voulais pas être tout seul dedans. Ma copine du coup qui est designer d'intérieur et qui a fait tout le projet. Mais dans tout le processus, ça a duré toute une année, le fait qu'on ouvre ici Fighting Squad. Dans tout le processus, il y a eu des changements et puis comme on a aussi trouvé ces salles qui étaient plus petites, de base le projet c'était ouvrir un FMA Bienne dans une grande salle et avec tout ce qu'on propose déjà à FMA à Neuchâtel, c'est-à-dire circuit training, crossfit, je sais pas, des cours de boutique, enfin voilà, un peu de tout. En tout cas, avoir une zone pour pouvoir donner ces cours-là en plus. Et du coup, ça, c'est quelque chose que, en trouvant cette salle qui était plus petite, on s'est dit, ouais, mais du coup, c'est pas possible. Enfin, dans 200 mètres carrés, on n'arrivera pas à faire cette proposition-là. Ce sera pas assez intéressant. En vrai, pourquoi pas ouvrir quelque chose de plus petit. On s'affilie à FMA parce qu'on veut pas faire concurrence à FMA. On est quelque part toujours lié à FMA. Et voilà, et le squad aujourd'hui, c'est né de ça en fait. C'est né de 1 an de travail sur un projet qui a eu plein de modifications. Et puis on s'est associé avec Basile et on a créé le Fighting Squad. Ouais, une collaboration logique du coup avec Basile aussi, avec la FMA. Ouais, c'est ça. C'est un truc qui s'est fait naturellement en fait. Ouais. Et puis c'est que depuis du coup février 2026 que ça existe. Toi, comment tu vis le fait d'être coach plutôt que combattant pro? J'étais déjà coach à FMA depuis 5 ans maintenant. C'était vraiment mon activité accessoire. Maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment mon activité principale. Je le vis bien, ça me fait plaisir. Je vois que les élèves, ils aiment ça. J'arrive à transmettre avec passion ce que je connais, ce que je sais faire, ce que j'aime faire. Je le vis très bien. Après, c'est vrai que typiquement, là, avec la blessure et tout, ça change de toute façon les plans. Mais je voyais que, même sans être blessé, c'était un challenge. C'était un challenge en soi. Justement parce que cette idée de pouvoir se focus à 100% et oublier ce qu'il y a à côté, je pouvais difficilement le faire. Là. Tu vois, avec une entreprise qui vient d'ouvrir, des élèves à qui je dois donner de l'attention quand même. Tu vois. Et quand je dis de l'attention, c'est pas juste leur transmettre parce que cette partie-là, elle est assez simple et assez innée. C'est s'ils viennent te parler en dehors des cours, qu'ils viennent te demander quand est-ce que je peux combattre, est-ce que tu penses que j'ai le niveau pour ci, est-ce que tu vois, j'aimerais m'inscrire à la compète. Voilà, donner cette attention, être là pour eux. Donc ouais, c'est un gros changement, mais je le vis assez bien, franchement, je suis content. C'était difficile justement pour toi au début de peut-être consacrer plus ta vie au coaching peut-être à ta vie de combattant professionnel en fait? Il y a quelques années en arrière, j'étais pas prêt à ça. Je le voulais pas, parce que ma carrière était, je te parle
3 défaites en arrière. Donc quand j'étais encore sur des victoires, sur mes derniers combats à Arès, tu vois, genre que ça montait, que je sentais que j'allais combattre pour la ceinture d'Arès et que en vrai, le futur était hyper prometteur à ce moment-là. Je me disais, mais si là, le prochain combat, c'est pour la ceinture d'Arès, que je la gagne, derrière, ça peut être l'UFC. Tu vois. Derrière, ça peut être une défense de titre, Arès, et l'UFC, pourquoi pas. Tu vois. Et donc, quand tu as ça en tête, tu mets tout le reste en second plan. J'ai eu une défaite, puis une autre, puis j'ai commencé à me concentrer un peu plus sur ma vie de famille, pour pas déprimer non plus, parce que ça fait partie, hein, quand tu enchaînes les défaites et tout. Et justement, je me suis dit, écoute, en vrai, il y a autre chose à faire aujourd'hui aussi pour te rendre heureux, qui soit pas que combattre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, t'as pas fait 10 ans de carrière professionnelle et 22 combats pro pour demain aller te mettre derrière un bureau, travailler pour quelqu'un, gagner un salaire et puis voilà. Puis un jour raconter à tes petits-enfants que ouais, t'as fait 10 ans et 22 combats pro, mais ça, c'était il y a une autre époque, tu vois. Aujourd'hui, j'ai suffisamment de bagages pour construire quelque chose derrière moi avec ça. Peu importe ce que je fais, il faut que ça aille dans le sens d'utiliser ce que j'ai acquis jusqu'à présent comme connaissance, comme savoir, et que je puisse le transmettre. Et du coup, la suite logique, vu que je le faisais déjà, d'être coach et de transmettre à des élèves, c'était de le faire en mon propre nom, dans ma propre structure, avec mes propres élèves. Et voilà d'où est né le projet. Et du coup, ta question, c'était, est-ce que ça m'a pas fait bizarre au début ? Je pense que non, parce qu'il y a eu toute une période et un processus où ça a été un peu ce qui m'a permis d'accepter que, ok, j'en suis là où j'en suis avec le combat. Et je peux encore, comme je te disais au début, je peux encore combattre pendant 10 ans parce que j'aime ça et j'ai encore envie de le faire. Mais j'ai pas besoin que ce soit le seul truc sur lequel je suis focus pour la suite. Tu vois. Je fais évoluer d'autres parties de ma vie que pendant toutes ces années de carrière en tant que combattant pro, j'ai pas pu faire évoluer. C'était même une suite logique. Ça arrivait plus tôt que ce que je pensais, tu vois, parce que je m'étais toujours dit que j'ouvrirais un jour, que la suite logique, ça serait d'ouvrir ma salle et de coacher et tout. Je pensais pas que ça serait à 29 ans, donc tant mieux, c'est cool. Justement, je voulais te demander, tu en as parlé un peu, mais de ta vie de famille, etc., que tu as demandé ta femme en mariage. Félicitations d'ailleurs. Merci. Mais justement, est-ce que ça change quelque chose d'avoir justement Fighting Squad, peut-être plus que ce soit moins aléatoire en fait, parce que être quand même combattant pro, comme tu as dit avant, c'est quand même très aléatoire. Donc là, c'est très incertain. Ça te permet d'avoir un peu une stabilité et peut-être construire justement une vie de famille plus claire. Ouais, absolument. Et en fait, c'était ça le premier truc recherché, tu vois. C'est de me dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux amener une certaine stabilité à ma vie tout en continuant de pouvoir préparer des combats et combattre parce que j'aime ça, mais pas dépendre des combats pour avoir une aisance financière, tu vois. Me dire que voilà, les combats, si un jour je combats pour 100 000 balles, tant mieux, tu vois. Si un jour je combats pour 1 million, encore mieux. Ça sera trop cool, j'aurai atteint cet objectif-là, mais entre-temps, je dois construire quelque chose pour avoir cette stabilité et pouvoir avoir une vie de famille. J'ai envie d'avoir des enfants, je n'ai pas envie d'avoir 40 ans quand j'aurai mon premier enfant, tu vois, j'ai envie de l'avoir là dans les années qui viennent. Donc en vrai, tout ça, ça va dans cette direction-là, tu vois. Tu penses être pro encore longtemps ou tu sais déjà un peu ce qui peut se passer? Non, je sais pas. De toute façon, le monde du MMA, c'est trop incertain. Je pensais pas être là où j'en suis aujourd'hui. Je pensais peut-être avoir gagné la ceinture de Arès, l'avoir défendu et peut-être être à l'UFC. Mais au final, peut-être que ça, c'est pas ce qui devait se produire. Ce qui devait se produire, c'est que je devais créer le Fighting Squad, avoir ma petite vie de famille, un enfant, ma chienne, quelques années comme ça de maturité personnelle aussi, tu vois, de grandir dans d'autres zones de ma vie, pour que derrière, à 35 ans, après avoir fait 3-4 victoires, mais tu vois, un combat par-ci, un combat par-là pour le plaisir, j'ai une opportunité de ouf et que j'arrive à rentrer à l'UFC. Enfin, tu vois, genre dans le meilleur des mondes, peut-être que c'est ça au final qui devait se passer ou qui se passera ou j'en sais rien, tu vois. Pendant 10 ans, j'étais vraiment focus 100% que ça, tu vois. Et sauf que tu grandis, puis tu as des gens qui rentrent dans ta vie, tu as des envies qui changent, tu as des objectifs qui changent. Et du coup, tu dois t'adapter.
Et moi, aujourd'hui, j'en suis là, tu vois, j'en suis au point où je me suis adapté. J'ai beaucoup réfléchi aussi. En plus, je suis tellement à un point, un point mort de ma carrière, à 11-11, que de toute façon, ça va prendre du temps. Tu vois ce que je veux dire? Genre là, de toute façon, me remettre en selle sur 4, 5, 6 victoires d'affilée pour pouvoir avoir un record suffisamment intéressant pour pouvoir prétendre à une grosse organisation. Et encore, je parle vraiment gros, genre UFC, parce que en dessous, tu vois, Octagone, KSW et tout, j'ai suffisamment de combats pour qu'aujourd'hui, je puisse avoir des propositions. Mais ça ne sera jamais des propositions vraiment à mon avantage, ça sera toujours un peu bourbier, ça sera toujours une caté de poids au-dessus, un peu en short notice, enfin tu vois. Puis dans cette optique où je sais que comme ça va prendre du temps, de toute façon, bah tu sais quoi, vas-y, je vais prendre mon temps. Du coup, vu que ça va mettre du temps, de toute façon, je prends aussi le temps pour d'autres choses. Tu vois. On passe au dernier jeu? Oui. C'est le jeu de la minute. En gros, je vais te poser plein de questions pendant 1 minute autour du sport de combat. Il faudra que tu répondes au plus de questions possible. Tu sens prêt à répondre rapidement? En 1 minute. Mais En attends, une mais moi, minute. mais t'as vu la longueur de mes, de mes réponses. Déjà, Ouais, chaque justement. réponse que je t'ai donnée, elle durait plus de 2 minutes. Ok. Mais ça va le faire, ça va le faire. Tu verras. T'es prêt? Vas-y. C'est parti. Vrai ou faux, le MMA a déjà été interdit en Suisse? Faux. En quelle année a eu lieu le premier combat de MMA de l'histoire? 1993. Lors de son combat contre Baki, à quel round Doumbé a eu une épine dans le pied? Troisième, deuxième, troisième. Quel combattant français est également un créateur de contenu de 23 ans? Paul Dena. Comment appelle-t-on la prise de soumission qui permet de soumettre rapidement l'adversaire en comprimant sa trachée? Il y en a plein. Mataléon. Quel est le coup de coude vertical qui était interdit en MMA jusqu'en 2024? Le 12-6. Vrai ou faux, un combattant doit s'accrocher à la grille pour éviter une soumission au sol? Faux. Comment s'appelle la prise de lutte où tu passes un bras sous l'aisselle de l'adversaire en lui saisissant le haut du corps pour le contrôler? Attends, répète. Comment s'appelle la prise de lutte où tu passes un bras sous l'aisselle de l'adversaire en lui saisissant le haut du corps pour le contrôler? Underhook. Y a-t-il plus ou moins de 20 fautes officiellement listées au MMA? Plus. Et c'est fini. Ok. Eh, pas mal. Déjà, j'en ai répondu combien? T'as répondu à 9 questions et t'en as fait que une de faux, donc 8. C'était à quel? C'était, c'est pas vraiment faux en fait, parce que je pense que t'as raison, je peux pas te contredire là. C'était sur la prise de soumission qui permet de soumettre rapidement l'adversaire en comprimant sa trachée. Et toi, t'avais Moi j'avais la laquelle? guillotine choke. Ouais. Mais je pense que je vais pas te contredire, donc on va dire que t'as tous les points. Et en vrai, le truc, c'est que même le Mataléon, c'est pas forcément. Des fois, ça comprime la trachée, des fois, ça comprime la carotide, donc c'est. Mais ça peut être le Mataléon, ça peut être la guillotine. Ouais, donc il y en avait ça peut plusieurs, être avec l'épaule en Von Flue choke. Enfin, je veux dire, ouais, il y a trop de prises de soumission différentes qui peuvent. Ok, donc tu as répondu à tout juste en fait. Okay. Juste à tout, excuse. Donc 9 Nickel. points. Nickel. Mais il en restait 4. Mais si tu veux, après on revoit toutes les questions. Ouais. Et puis je te pose les 4 dernières si ça doit. Ouais. Donc la première question que je t'avais posée, c'était le MMA a déjà été interdit en Suisse. Donc c'est faux, évidemment, il n'a jamais été interdit. La deuxième, le premier combat de l'histoire du MMA, c'était en 1993, t'as raison, ouais. 12 novembre, l'UFC 1. Ouais, alors je t'aurais pas sorti la date. Ouais, bon. Ouais. L'année, c'est déjà pas mal, franchement. L'épine dans le pied de Doumbé, c'était au 3e round, bien joué. J'ai douté là-dessus quand même. Paul Dena, c'est effectivement le créateur de contenu de 23 ans, encore un qui ça fonctionne en fait. Ouais, clairement. C'est une preuve que ça fonctionne. Ouais. Et en plus, il n'est pas trop ridicule dans la cage. Ça va. Non. Mais si tu regardes, que ce soit lui ou Morgan Charrière, au final, et ça rejoint ce que je te disais par rapport à la performance, aujourd'hui, en fait, eux, ils ont commencé en étant de bons créateurs de contenu et ils combattaient à côté, genre Morgan plus que Dena. Dena, il a commencé d'abord par faire du buzz sur YouTube et puis après continuer de s'entraîner et combattre à côté. Morgan, il combattait déjà en pro, qu'il a commencé à faire sa chaîne et à développer sa chaîne YouTube. Et sauf qu'au fur et à mesure qu'il a commencé à se diriger vraiment vers les plus gros combats et les plus grosses performances de sa carrière, il a dû déléguer vachement. Et tu le vois qu'il a même des périodes où il le dit lui-même. Il dit « je fais beaucoup moins de contenu en ce moment parce que
je me concentre sur mon combat, tu vois. On avait parlé de la prise de soumission, donc il y en avait plusieurs possibles. Ensuite, c'était la 12 to 6 qui était interdite. Ouais. Si un combattant il s'accroche à la grille, évidemment, ça fait pas une soumission, il ne peut pas éviter une soumission au sol. C'est interdit. Le underhook, tu as fait juste aussi. Et puis, la dernière que j'ai réussi à te poser, c'était est-ce qu'il y avait plus ou moins de 20 fautes officiellement listées au MMA? Et il y en a effectivement plus. Ouais. Il y en a même plus de 25, donc doigts dans les yeux, saisie du short, plein de choses que tu connais sûrement. Ouais, je les connais pas toutes, mais je sais que c'est un des sports de combat où il y a le plus de fautes listées. Et c'est souvent un des arguments qui était toujours présenté avant quand les gens ils disaient « Ah ouais, mais c'est un combat sans règles, tout est permis ». Et au final, le contre-argument, c'est toujours de dire non, en vrai, la réalité, c'est que c'est un des sports de combat les plus encadrés où, oui, il y a plus de choses qui sont permises que dans beaucoup d'autres modalités, mais par contre, ça reste le sport où, pour la sécurité des combattants, il y a le plus d'interdictions listées. On fait les 4 dernières questions qui me restaient. Vas-y. Quel est le poids standard des gants utilisés à l'UFC pour les combats professionnels? 4 oses. Bien joué. Le premier combat officiel de MMA en France a eu lieu avant ou après 2019? Il a eu lieu avant la légalisation. Ah ouais, mais légalement. Ah ouais. Donc... Ah, légalement? Ouais. Après, parce que la légalisation, c'était fin 2019 ou début 2020, je sais plus. Début 2020, ouais, exactement. Ouais. Donc il y a eu des combats professionnels de combattants professionnels MMA qui se sont passés en France? Ouais. Mais du coup, en fait, reconnu ou pas? Ouais, il a été... oui, parce que Sherdog et Tapology, ils s'en foutaient, mais il y a eu un événement dans la cage, dans une période de restructuration un petit peu des fédérations par rapport au MMA et tout, juste avant que ce soit légalisé, si tu veux, et du coup, c'était un peu un flou. Et ils ont profité d'une espèce d'un flou juridique là pour essayer de contourner le truc, et ils se sont dit on fait un événement de MMA. Il y a un maire de la ville qui s'est dit vas-y, moi je joue le jeu, je fais avec vous. Donc du coup l'événement a été autorisé, il a été fait, ça a fait scandale, mais je crois que c'était en 2019 justement. Enfin c'était genre peu de temps avant la légalisation. Ok. Ouais. Qui a affronté Lise Carmouche lors du premier combat féminin de l'histoire de l'UFC? Lise Carmouche, Ronda Rousey? Ouais, bien joué. Tu sais la date ou pas? Non. Le 23 février 2013. Faut pas viser. Et dernière question, quel est le combat le plus regardé de l'histoire? Est-ce que tu m'aurais posé une colle? Le combat le plus regardé de l'histoire en MMA? Ouais, en tout cas en pay-per-view. Conor McGregor, José Aldo? Non, c'était celui contre Habib. Contre Habib? Ouais. Ah ouais? En 2018, ouais. Ok. En tout cas en pay-per-view, après j'ai pas les chiffres exacts des téléspectateurs. Ok. Ouais, non, mais ça paraît logique, ouais. Belle perf sur les questions. Ouais, ça va. Je m'en suis bien sorti. Bon, en vrai, c'était pas des questions super dures, mais... Non, mais quand il faut répondre rapidement... Après, tu vois, c'est de la culture G de MMA que, en vrai, si j'ai pas... tu vois... Ouais, c'est pas grave. On arrive gentiment à la fin de l'interview, mais il me reste une dernière question à te poser, c'est la question Anoname. En gros, c'est une question qu'un de tes proches t'a posée, anonymement, et tu devras trouver qui te l'a posée, mais avant, tu devras évidemment répondre à la question. Ok, vas-y. Ça te va? La question, c'est... Du coup, tu es connu pour ton sol agressif et efficace en MMA, et tu finalises souvent tes adversaires en prenant le dos et en les étranglant. Et la question de la personne, c'était comment l'enfant Tona défendait les prises de dos dans la cour d'école. L'enfant Tona ne savait pas défendre les prises de dos dans la cour d'école. Du coup, il essayait de taper le gars qui était dans son dos. Et ça, je sais qui a posé la question, c'est Basile. Parce qu'il connaît très bien l'anecdote et il aime trop se foutre de ma gueule avec. Parce que je lui ai raconté, une fois, je me suis bagarré à l'école avec un pote. Il m'a pris le dos. Et comme je ne savais rien faire à ce moment-là, je ne savais pas du tout me battre encore, j'ai commencé à lui envoyer des patates. Sauf que dans l'adrénaline du moment, avec aucune gestion de mes émotions et tout, je me suis mis des patates tout seul en essayant de lui envoyer des patates. Donc, voilà. Je pense qu'il attendait que je sorte l'anecdote. Il nous reste à donner nos recommandations culturelles. Je t'ai demandé de réfléchir à une recommandation culturelle, un film, une série, une personne, un lieu. J'ai pensé à un de mes films préférés, c'est Polar, parce que c'est un film d'action. Je pense pas que c'est le film genre avec le meilleur script au monde, mais je trouve qu'il est trop bien. Genre.
J'aime trop les films d'action et lui, c'est vraiment un film d'action qui est super bien fait et super cool. Et l'autre recommandation que je voulais faire, je vais juste regarder ici exactement le titre. Mon père, il écrit des livres et il a écrit un livre sur le MMA qui s'appelle « Secret du jeu debout en MMA » que j'ai lu, qui est assez intéressant, qui partage beaucoup en fait sa vision, l'enseignement par lequel moi j'ai commencé le MMA. En le lisant, j'ai retrouvé les paroles et les mots et la vision de mon père, tout ce qu'il m'a transmis. Donc voilà, s'il y en a qui sont curieux et à qui ça intéresse de savoir un peu quelle a été la vision et le fond pédagogique que j'ai eu dans les arts martiaux dans mes débuts avec mon père. Je parle pas pour la suite, hein, mais en tout cas dans mes débuts, quand j'ai commencé les arts martiaux et les sports de combat, ils peuvent aller lire ce livre. C'est Secret du jeu debout en MMA. La pochette du livre, c'est justement un coup de pied retourné que j'ai mis sur Marco Kovacevic. Donc c'est toi sur le... Là, celui qui met le coup de pied retourné, c'est moi. Mais c'est un dessin, tu vois, il a fait ça en dessin. Voilà. Excellent. Si jamais je lui fais sa petite pub. Moi, j'ai recommandé un livre aussi qui s'appelle The Next Conversation. Okay. Ou la prochaine conversation, je sais pas si ça s'appelle en français. De Jefferson Fisher. Okay. C'est un avocat qui est spécialisé en fait dans la communication. Et en fait, il a commencé à faire des vidéos sur les réseaux en expliquant un peu comment communiquer, donner des petites astuces, des petits tips aux gens. Et les gens ils ont adoré. Du coup, il a écrit un livre là-dessus où il donne plein de conseils en fait pour communiquer dans la vraie vie, la vie de tous les jours, avec ses proches, avec ses collègues, etc. Okay. Si tu veux, il y a plein de techniques dans le livre. Donc chaque chapitre, c'est une technique. Et il te conseille en fait de lire chaque semaine ou chaque 2 semaines un chapitre et de tester cette technique en fait dans ta vie. Okay. Mais du coup, il t'apprend un peu ce que lui il a vécu en tant qu'avocat et puis ce qu'il a expérimenté. Ouais, exactement. Okay. Et du coup, c'est hyper intéressant. Et si vous voulez un peu mieux communiquer, peut-être éviter, je sais pas, des prises de tête avec des proches ou quoi, ça peut être pratique. Donc on arrive à la fin de l'émission. Je te remercie encore Tona d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Brian. Vous pouvez venir du coup ici à Fighting Squad si vous voulez tester Venez, s'il vous plaît. Sport de combat. Il y a Basile qui est juste derrière la caméra et Tona qui vous font un plaisir de vous accueillir. Bon courage pour cette suite aussi de carrière en tant que combattant pro. J'espère que tu trouveras ton prochain adversaire. Normalement, c'était prévu le 20 juin à Berlin. C'était prévu le 20 juin à Berlin, à Octagone Berlin, mais ça ne se fera pas parce que le médecin déjà il veut pas avec mon genou. Là, j'ai une fissure méniscale et on est en train de faire le traitement pour. Peut-être reporté au 11 juillet, mais j'ai quand même toujours pas de nouvelles sur un adversaire, donc on verra. Peut-être que ça ne sera pas pour cette première début d'année, peut-être fin d'année, on verra. Donc si ça vous intéresse, suivez un peu l'actu de Tona. Il va sûrement le transmettre assez vite s'il a un combat de prévu. Et puis rendez-vous le 8 août prochain. J'affronte Tona dans un combat, je descends en dessous des 66 kilos, c'est prévu. Attention, ça arrive pas. Je t'ai même pas au courant. Ouais, mais je viens de l'annoncer maintenant, là, okay. C'est fait. Ok, ça marche. Allez, ciao tout le monde, merci d'avoir écouté. Ciao.